Ça va? À des conditions circulatoires, et particulièrement lorsque le patient présente une défaillance circulatoire périphérique, telle qu'un choc vasoplégique et autres. Alors, on va commencer directement le cas clinique, et on finira aussi par le cas clinique. C'est un enfant de 7 ans, vraiment banal, 7 ans, qui est admis pour choc septique à pneumocoque. Là, je vous ai mis son scope à droite, et vous voyez que la pression, qu'est-ce que, elle est un peu basse, 78,46 pour un enfant de 7 ans, c'est bas, on va dire. Cet enfant est effectivement hypotendu. Il est déjà sous noradrénaline, parce qu'il a été admis en réanimation, donc il est déjà sous noradrénaline. Et dans son examen clinique, on va rechercher des signes d'hypoperfusion périphérique. Alors c'est un enfant qui est accessoirement marbré, il a un temps de recoloration cutanée qui est prolongé, il est froid, d'accord, il fait plus pipi, il est anurique, et on lui a fait un gaz du sang qui montre une acidose métabolique avec une hyperlactatémie. Donc pour vous, c'est quoi comme situation clinique là? Hormis un choc septique. C'est un choc septique, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Votre impression? Décompensé. Pourquoi décompensé? Parce qu'il circule mal, on est d'accord. Il y a une atteinte périphérique, les organes sont mal perfusés, etc. Donc on va dire choc septique avec atteinte d'organes, sous noradrénaline. D'accord. Donc qu'est-ce que vous avez comme autre observation? Alors ça, c'est un monitoring qui est quand même très particulier parce on va y revenir après. Vous voyez qu'à gauche, on a IC, c'est l'index cardiaque. En dessous, c'est les résistances vasculaires systémiques. VPP, c'est la variation de la pression pulsée. On parlera des éléments à droite après. Donc déjà, l'index cardiaque 2,3. Qui a dit que c'est bas? Ouais, c'est bas, c'est bas parce que. Mais on va dire, si on était un peu obsédé par les normes, on va dire, allez, il nous faut en indexé, il nous faut, chez un adulte, on dit moins de 2 litres, 2,2 litres. Là, on est à 2,3. Rappelez-vous que chez les petits, plus ils sont jeunes, plus les ondes métaboliques sont importants, plus que les normes sont un peu plus élevées. Donc, souvent, lorsqu'on regarde, on se dit 2-3 litres minute mètre carré. Si on n'a pas certains pourront se dire, ah bah ça va encore. C'est un peu bas, mais ça va. D'accord? La variation de la pression pulsée, c'est cette variation, alors j'ai pas de pointeur, c'est la variation entre le pic systolique, vous voyez, respirodépendant. Et ça veut dire qu'à chaque inspiration, lorsque la pression intrathoracique augmente, le retour veineux diminue et il y a une répercussion sur la pression artérielle, sur le débit. Et habituellement, lorsqu'on est à plus de 15 de pression pulsée, de variation de pression pulsée, ça peut signer une hypovolémie. Sauf que, normalement, c'est que chez les patients ventilés, les paralysés. Là, il y a une ventilation spontanée. Donc, si on essaie de visualiser le patient, il a des grands efforts respiratoires. Donc, on peut avoir une variation de la pression pulsée. Encore une fois, ça, c'est un élément qui est important à avoir à l'esprit, parce que si on a une connaissance partielle de la littérature, on va dire la pression pulsée est à plus de 15, 29, on va le remplir. Peut-être il faut le remplir, mais attention, c'est chez les patients ventilés. Alors, est-ce qu'il y a des informations qui vous manquent? Alors, je suis un peu sourd, il faut vraiment parler fort. La saturation? La fonction cardiaque. Bon, je vois qu'on va pouvoir monter le niveau assez rapidement. Effectivement, la grande question, c'est de savoir, ok, on a un index cardiaque qui est un peu sublimite, le patient est froid. Alors, anciennement, on disait que c'est un choc froid. D'accord? Alors, je vous rends attentif que c'est des notions qui sont très théoriques et que maintenant, on revient sur la notion de choc chaud, choc froid, parce qu'on sait que c'est dynamique. Vous pouvez avoir un patient qui est très ouvert, très chaud, vous le réanimez, vous le remplissez, et puis il débite plus. C'est tagué choc froid. D'accord? Donc, cette notion choc chaud, choc froid, il faut vraiment vous en méfier. Mais effectivement, ce qui nous manque un tout petit peu, c'est la fonction cardiaque. Parce que l'index cardiaque, c'est un débit, mais ça ne nous dit pas si le cœur est fatigué, s'il se contracte bien, s'il est dilaté, etc., etc. Donc ça, c'est une première distinction importante. Il
faut distinguer la fonction cardio-circulatoire, contractile, et la répercussion de cette contraction qui est le débit cardiaque, l'index cardiaque. C'est très juste. Et en fait, là, vous venez de synthétiser ce que je vais vouloir. Il y a un écho terrible, je ne sais pas pourquoi. Ce que je vais synthétiser, c'est-à-dire comment est-ce que le ventricule doit s'adapter dans une situation de choc. Ok, que craignez-vous? Vous avez répondu, c'est ça. C'est un ventricule qui débite à 2 litres, mais en fait qui est complètement dysfonctionnel. Donc vous avez mis la sonde. Bon, là, c'est un tout petit peu extrême. Vous voyez que le ventricule gauche, à droite, c'est en parasternal long axe. Vous avez un VG qui est complètement distendu, qui dandine avec une valve mitrale qui s'ouvre. Là, il y a une vraie dysfonction ventriculaire. C'était pour illustrer, mais c'est effectivement ça que l'on craint. Il y a un écho qui est très désagréable, ça sonne. Je ne sais pas si c'est... Ok, alors, lorsqu'on essaie d'appréhender... C'est les autres micros là-bas qui sont allumés, tu penses? Lorsqu'on appréhende en fait la fonction cardiaque, index cardiaque, fonction cardiaque, il faut vraiment avoir en tête la relation du ventricule par rapport au cycle cardiaque. Donc on va faire de la physiologie de base. Vous connaissez tous cette courbe, qui est la courbe pression-volume pendant le cycle cardiaque, avec 4 phases. La première phase, ici, voilà. La première phase ici, qui est la phase de remplissage du ventricule, c'est-à-dire que la valve mitrale s'ouvre, le ventricule se remplit, d'accord, jusqu'à atteindre la pression télédiastolique du ventricule gauche, c'est-à-dire la pression en fin de diastole. Et quand on parle d'une fin de diastole, on parle aussi d'un volume, c'est-à-dire le volume télédiastolique. Après, vous avez la contraction isovolumétrique, c'est-à-dire que le ventricule va se contracter, valve aortique fermée, donc il monte en pression, et il se pressurise, le ventricule se pressurise jusqu'à atteindre un niveau de pression qui est supérieur à la pression aortique, et la valve s'ouvre et éjecte. C'est sa troisième phase. Et après, il y a une relaxation isovolumétrique. Donc ça, c'est le cycle cardiaque qu'on a tous bien en tête. Ce qui est formidable, en fait, c'est que le cœur a cette capacité de s'adapter en fonction de toutes les conditions de remplissage. Et lorsqu'on modifie les conditions de remplissage, alors vous, c'est tout le temps, vous êtes un peu déshydraté, vous êtes un peu stressé, etc. Ça nous permet de définir une relation qui caractérise la fonction contractile du ventricule, mais aussi les caractérise tout ce qui va gêner à l'éjection, c'est-à-dire l'élastance artérielle, d'accord? Et ça nous permet de définir en fait 2 courbes qui sont la relation en fin de systole du ventricule gauche et en fin de diastole du ventricule gauche. Et c'est ce qu'on appelle les relations pression-volume du ventricule gauche, en l'occurrence. Donc là, d'accord, c'est clair pour tout le monde? C'est les mécanismes adaptatifs. Donc si on fait très simplement et on essaie d'intégrer un tout petit peu ces courbes pression-volume, toute cette l'amplitude sur l'abscisse, c'est ce qu'on appelle le volume éjectionnel. C'est ce que le cœur va se remplir puis éjecter. C'est le volume éjectionnel. Ok. La relation en fin de systole que je vous ai dit, qui est la relation correspond à l'élastance ventriculaire. Et l'élastance ventriculaire, entre guillemets, c'est la même chose que la contractilité. C'est-à-dire que plus le ventricule est capable de se contracter, voilà. Peut-être il faut éviter de monter et baisser le son tout le temps parce que ça fait des à-coups. Ça va définir la capacité contractile. Ok. La rigidité passive, la relation en diastole, c'est la rigidité passive du ventricule qui est particulièrement importante chez le bébé. Vous vous rappelez, on ventricule un peu plus épais, donc il se relâche un peu moins bien. Et en fait, cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle l'élastance artérielle. Et c'est ça qui va définir un tout petit peu l'efficacité éjectionnelle en fonction de la capacité contractile. Okay. Donc il y a 2 courbes à se rappeler, c'est l'élastance ventriculaire, donc la contractilité, et l'élastance artérielle qui est un reflet de la résistance. Ok. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça en tête? Pour différentes raisons. Parce que ça permet de comprendre pourquoi, lorsque vous avez une défense ventriculaire gauche, votre ventricule se dilate. Alors, on va prendre ici une relation, une fonction contractile normale, d'accord? Et vous avez ici
en cycle cardiaque normal. Si vous avez une altération de la contractilité, donc cette courbe va s'aplatir, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que votre ventricule va moins éjecter, on est d'accord? Ok? Il va moins se pressuriser, donc la pression systolique va baisser, le volume éjectionnel, le stroke volume, va diminuer. Alors que fait le cœur pour s'adapter? Parce que c'est pas physiologique, hein, on veut pas que le débit cardiaque diminue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va... il faut parler fort, je suis vraiment sourd. Il va augmenter sa fréquence, effectivement, ça c'est un mécanisme adaptatif. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Tous les patients en insuffisance cardiaque, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont... Exactement. Voilà. Ça, c'est très, très important, hein. Il y a une rétention hydrosodée qui se fait parce que le ventricule doit se dilater, c'est-à-dire que il va physiologiquement augmenter son volume télédiastolique de manière à garantir le volume éjectionnel. Donc, un ventricule qui dysfonctionne, il se dilate. Très, très important. Alors, c'est pas trop grave lorsqu'on a une courbe qui est une relation en diastole qui est plate, ça devient problématique lorsqu'on atteint cette phase ici, qui est une phase ascensionnelle, où l'augmentation du volume télédiastolique va se répercuter par une augmentation de la pression télédiastolique. La pression télédiastolique dans l'oreillette gauche, c'est la pression dans l'oreillette, et quand la pression dans l'oreillette augmente, on a un OAP. Bon, vous avez tout compris. On a un OAP. Donc en fait, la problématique de l'adaptation du patient qui a une insuffisance cardiaque, c'est qu'il va se dilater pour être juste en dessous de l'OAP. C'est pour ça que les traitements, c'est les diurétiques, par exemple, etc. Alors, c'est ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire lorsque vous avez une altération de la contractilité, le mécanisme, c'est de se déplacer sur cette courbe pour augmenter le volume télédiastolique jusqu'au moment où la pression dans l'oreillette télédiastolique ventriculaire gauche, pression va augmenter, dans l'oreillette va augmenter, et fait un l'OAP. Et le problème, lorsque vous rentrez dans cette phase, c'est que le différentiel pression télédiastolique, pression systolique diminue. Et ça, c'est ce qu'on appelle en clinique le pouls filant. Ok? Donc là, on parle vraiment de la clinique. Un patient qui est choqué, qui a un pouls filant, ou un pouls mal perceptible, ça veut dire qu'il travaille déjà dans ce régime de pression. On est mal barré, hein, parce que là, c'est sûr qu'on n'a pas de débit. Ok. Donc, je passe un tout petit peu, parce que là, je répète ces deux éléments qui sont importants, qui sont l'élastance ventriculaire, donc la contractilité, l'élastance artérielle, qui est plus les résistances vasculaires systémiques. Alors, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est presque vrai pour tous, sauf chez le petit. Alors ici, vous avez cette relation en fin de systole, donc l'élastance ventriculaire chez l'adulte, et vous voyez, c'est une relation qui est linéaire. Malheureusement, le bébé, de par sa conformation myocardique, c'est pas une relation linéaire. C'est une relation qui est linéaire, puis à une certaine valeur systole, il y a une inflexion, et ça devient une relation plate. Et ça a un impact majeur. C'est un impact majeur, parce que ça va définir un tout petit peu toutes les spécificités de réponse du nourrisson sur du remplissage, sur un état de choc. Alors, les 3 points qu'il faut se rappeler, c'est que l'élastance ventriculaire, donc la contractilité chez le nourrisson, n'est pas linéaire, au contraire de l'adulte. Okay, cette relation n'est pas linéaire. C'est-à-dire que dans les situations où on a une augmentation du volume télésystolique, télédiastolique en l'occurrence, hein, c'est pas tout à fait juste, on a une élastance ventriculaire qui est très fortement altérée. Il n'y a pas de réserve. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est-à-dire que si on commence à travailler ici à petit volume chez le bébé, ça va parce que on est capable d'éjecter, mais lorsqu'on travaille à des volumes un tout petit peu plus élevés, comme la courbe est plate, s'il y a une quelconque variation des résistances vasculaires systémiques, hein, de l'élastance artérielle, l'impact, vous voyez, est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que chez un petit bébé, chez qui vous faites varier très fortement les résistances, hein, vous mettez des hautes doses de noradrénaline, vous exposez à un risque de chute du débit cardiaque. Et c'est quelque chose qu'on voit relativement fréquemment.
Et on le voit particulièrement chez les bébés qui sont très remplis. Hein, vous avez tous eu ça, hein, on remplit le bébé, il va de moins en moins bien, la pression ne monte pas, donc on monte la noradrénaline, et là il se casse la figure, le lactate monte, et ça c'est dû au fait que vous travaillez dans cette zone, hein, où l'impact sur le volume éjectionnel est important. Alors c'est ce que je représente ici, sur cette diapositive, l'augmentation de la résistance vasculaire systémique, donc de l'élastance artérielle, va avoir comme conséquence principale une diminution du volume éjectionnel. Ouais, dans ma poche. Dans ma poche. Vous voyez, hein, si on monte les résistances, là ça va aller, l'impact sera moindre, mais dès qu'on arrive à ce plateau, ben, le fait qu'on ait une relation qui soit plate, l'impact sera directement sur le volume éjectionnel. Et ça, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit. Et on dit toujours qu'il y a une valeur un peu critique. Donc les vieux papiers disent que chez le nourrisson, typiquement, c'est aux alentours de 100 pressions systoliques. Alors, vous savez bien que lorsqu'on montre le bébé, on dit toujours il résiste pas du tout, il tolère très mal les augmentations brutales de résistance systémique, mais c'est dû à ça. C'est-à-dire que si on se trouve à des valeurs systoliques plus élevées, ben toute augmentation supplémentaire des résistances va faire chuter le débit cardiaque. Ok? Ça, c'est chez un bébé qui va bien. Chez un bébé qui a une dysfonction cardiaque, ben toute la situation est aggravée parce que vous avez votre altération de la fonction systolique, de l'élastance, hein, et vous voyez que non seulement le régime de pression sera plus bas, mais on va atteindre beaucoup plus rapidement cette pression critique et ce plateau. Par exemple ici, imaginons qu'on augmente chez un patient qui a une dysfonction, un bébé qui a une dysfonction cardiaque, les résistances vasculaires systémiques, vous voyez, très vite, donc là vous avez une augmentation des résistances, hein, de l'élastance artérielle, et la répercussion va se faire très vite sur le débit cardiaque. Donc ce qu'on voit chez le bébé en bonne santé est aggravé si le bébé a une dysfonction cardiaque. Et un des moyens de pouvoir faire ce diagnostic, hein, indirectement, mais c'est ce que vous faites en pratique, c'est-à-dire que si vous avez votre bébé, vous le mettez sous noradrénaline et la pression monte, c'est que vraisemblablement la fonction est pas si mal. Si votre bébé, vous le mettez sous noradrénaline et la pression ne monte pas malgré la noradrénaline, ça veut dire que vous avez probablement une altération de la fonction. Ok. Et dans les situations extrêmes, ok, lorsqu'on augmente le volume télédiastolique, le seul moyen de maintenir du débit, c'est de baisser les résistances systémiques. Donc c'est contre-intuitif. Par contre, si on augmente les résistances vasculaires systémiques, hein, chez un patient qui a déjà une dysfonction et des pressions de remplissage élevées, vous voyez, très rapidement, ben, il n'y a plus de débit. Alors ça, je pense que ça vous parle à tous. C'est typiquement le bébé le choc sexy sur une chorio ou une asphyxie qui a été rempli parce qu'on l'a rempli, mais en fait, il y a une dysfonction sous-jacente et très vite, il est hypotendu et on monte la noradrénaline. On n'a aucun impact sur la pression. Ça bouge pas. Par contre, le débit chute. Alors, ceci pour synthétiser très rapidement. Voilà. Lorsque vous avez une vasoconstriction, hein, sur une contractilité normale, vous allez avoir une augmentation de la pression. Si vous avez une vasodilatation sur une contraction normale, vous avez une diminution de la pression. Lorsque vous avez une altération de l'élastance ventriculaire, donc de la capacité contractile, l'effet sur la pression sera moindre. Par contre, l'effet sur les volumes sera plus important. C'est-à-dire que si vous avez une vasoconstriction chez un patient qui a une dysfonction cardiaque, vous allez chuter de manière très rapide le volume éjectionnel. Et le seul moyen, lorsqu'il y a une dysfonction, d'augmenter le volume éjectionnel, c'est de le dilater. Ça, c'est des choses qu'on a appris. Alors, vous concentrez pas trop sur cette diapositive, ça, on reprend exactement ce que j'ai dit avant. Les deux éléments qui sont importants, hein, qui permettent de définir l'équilibre optimal de la fonction cardiaque, c'est l'élastance artérielle, des résistances, et la fonction ventriculaire. Et en fait, ce rapport de ces deux courbes, hein, le croisement de ces deux courbes, plus à droite, plus à gauche, va déterminer ce qu'on appelle le couplage ventriculo-artériel. Et en fait, pour qu'on soit optimal, il faut que l'air sous la courbe du stroke volume, donc cet air sous la courbe, soit à peu près de la moitié de tout le travail énergétique du cœur. Et lorsqu'on a un rapport supérieur à 1,
on parle de découplage ventriculo-artériel. Alors, ça reste très théorique, d'accord? C'est des outils qui nous permettent de trouver le moyen d'optimisation. Alors, l'optimisation, c'est ce que je viens juste de vous raconter, hein, c'est-à-dire, je remplis mon patient, est-ce qu'il augmente sa pression, est-ce qu'il n'augmente pas sa pression, est-ce que le volume éjectionnel diminue ou le volume éjectionnel augmente? Globalement, c'est les choses qu'on doit toujours regarder. À chaque intervention, il faut s'assurer qu'on ait une réponse. Alors, il y a des travaux qui ont été faits pour le choc septique, particulièrement, ça a bien été développé, qui permettent d'estimer que le patient a un découplage ventriculo-artériel lorsque le rapport EA/ES est supérieur à 1,36. C'est un chiffre, c'est pas très très important. Et ce qui est plus important, c'est cette notion qui dit que si on veut optimiser son patient en choc septique, en choc cardiogénique ou en sepsis, on doit travailler dans cette zone-là. Parce que si on fait trop travailler le cœur, il va se fatiguer. Et si les résistances sont trop élevées par rapport à la fonction du cœur, il va pas débiter. D'accord? Et ça, c'est des situations de découplage. Et la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Alors, là, je vais passer très rapidement parce que c'est pas tellement le propos, mais vous verrez ça dans les diapositives parce que je pense que c'est retransmis ou c'est accessible. En tout cas, vous l'aurez. C'est quel est l'impact des thérapeutiques sur le couplage ventriculo-artériel. On va passer très rapidement, mais je vous ai tout mis. D'accord? La première chose, c'est évidemment le remplissage. Et lorsqu'on parle de remplissage, on a toujours la notion de dire est-ce que le patient est en répondeur au remplissage ou vous n'êtes pas en répondeur. Et lorsqu'on dit que le patient est répondeur, ça veut dire quoi habituellement? Il augmente ça. Exactement. Sa pression artérielle. D'accord? Alors déjà, là, vous avez compris. C'est-à-dire que, en termes de couplage ventriculo-artériel, le fait de monter sa pression, ça signifie pas forcément qu'il augmente son débit cardiaque. Parce qu'on peut monter la pression, mais en réduisant le volume éjectionnel, en fonction de la contractilité. Vous êtes d'accord? Alors, donc effectivement, lorsque on a les patients répondeurs ou pas répondeurs, l'objectif, c'est vraiment l'objectif qui est identifié pour définir les répondeurs des non-répondeurs, c'est cette augmentation de pression. Alors, quand vous avez une courbe, une relation normale, une élastance ventriculaire, une contractilité qui est très verticale, donc qui est normale, c'est vrai que le fait de gagner du volume, donc augmenter le volume télédiastolique, automatiquement, ça va générer une augmentation de pression. C'est ce que je vous ai montré avant. Ok? Mais si on regarde plus précisément, et souvent lorsqu'on remplit, il y a une conséquence qui se fait, c'est que l'élastance artérielle va baisser. On observe souvent ça. Quand on remplit votre patient, souvent les résistances vont baisser un tout petit peu. Mais ce qui est important, c'est que le résultat net sur le couplage, c'est que vous allez avoir une diminution du rapport EAS et un résultat net qui est positif. Donc, chez un patient qui va bien, qui a une bonne fonction, vous le remplissez, en fait, vous améliorez son couplage ventriculo-artériel. Ok? Alors, on peut imaginer que vous avez un patient septique, vous le remplissez, la pression monte, ça veut dire qu'il est répondeur, mais ça veut aussi dire que vraisemblablement, de manière sous-jacente, la fonction n'est pas si mal que ça. Ok? Ça veut dire qu'il y a un bon couplage. Chez le patient qui est non-répondeur, et comme vous l'avez dit, c'est le non-répondeur, c'est on fait le bolus, on remplit, mais il n'y a pas d'augmentation de la pression. Et en fait, c'est ça, d'accord? Donc, le patient l'a rempli, mais en fait, on n'a pas d'augmentation de la pression. Et ça, habituellement, ça signifie soit qu'on a trop rempli, soit ça signifie qu'on a une altération de la contractilité. Okay? Donc le résultat net sur le couplage ventriculaire chez un patient non répondeur, c'est qu'évidemment on va avoir une amélioration du couplage, mais si l'augmentation de la pression et du volume télédiastolique est trop importante, on va se retrouver avec une absence d'augmentation de la pression et le risque de développer un œdème pulmonaire, parce que la pression pulsatile diminue. Pour illustrer ça, il y a un élément qui est important aussi, c'est comment est-ce qu'on adapte un tout petit peu les stratégies de noradrénaline et de butamine. Et c'est la seule diapo que je vais détailler un peu précisément ici. La noradrénaline, vous avez bien compris que ça va augmenter l'élastance artérielle, ça augmente les résistances. On est d'accord? Ok? C'est un inotrope bêta 1 aussi.
mais qui est un peu moins effectif, qui peut légèrement augmenter, mais le résultat net habituellement sur l'utilisation de la noradrénaline, c'est vraiment une augmentation plus importante de l'élastance artérielle. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est chez votre patient qui a une élastance ventriculaire altérée, d'accord, le fait de mettre de la noradrénaline et d'augmenter uniquement l'élastance artérielle peut générer un découplage, hein, parce que on a un ratio qui augmente. Une chose qui est importante à se rappeler, c'est ça, c'est que vous allez avoir une meilleure réponse de la noradrénaline si votre patient a été réanimé. D'accord ? C'est vraiment une question de réponse. Et si votre patient ne répond pas, c'est que vraisemblablement, il a une cardiopathie septique. Okay ? Donc la noradrénaline, elle va bien marcher pour autant que votre fonction ventriculaire est OK. La dobutamine, on va juste regarder cette figure. Évidemment, c'est un inotrope et la dobutamine va travailler d'une part sur l'augmentation de l'élastance ventriculaire, de la contractilité, mais c'est aussi un vasodilatateur, une diminution de l'élastance artérielle. Donc si on réfléchit, si on diminue et qu'on augmente, on va baisser très fortement le rapport couplage ventriculaire. Donc souvent c'est relativement bénéfique. Mais le risque, c'est que avec l'utilisation de la dobutamine, c'est un chronotrope, et si vous arrivez à une situation où votre patient devient trop tachycarde et plus capable d'éjecter correctement, vous allez augmenter votre couplage. Et en fait, du coup, ça ne fonctionne plus. Donc habituellement, la dobutamine, si vous l'utilisez, il faut vous assurer que l'élastance artérielle soit bonne. Et en fait, la littérature montre bien que l'utilisation d'un inotrope seul, dans un choc septique par exemple, en fait est néfaste. Ça augmente la mortalité. Et c'est pour ça. Alors si on reprend plus précisément la figure à droite, c'est des patients qui ont été réanimés. Alors vous voyez, au début c'est au niveau basal, ils ont été remplis. Il y a des patients qui ont répondu au remplissage, donc la pression est montée, des patients qui n'ont pas répondu au remplissage. Ils ont été mis sous noradrénaline, des patients ont répondu et des patients n'ont pas répondu. En fait, ça permet de bien distinguer les patients qui vont bénéficier dans un deuxième temps de la dobutamine. Donc ça, c'est une très très jolie étude qui étudie le couplage de manière séquentielle, remplissage, noradrénaline, puis dobutamine. Ok, je vais pas vous embêter beaucoup plus là-dessus. Je vous ai mis les différentes drogues, mais je vous laisserai aller les regarder. C'est pour illustrer un tout petit peu l'effet de ces drogues sur le couplage ventriculaire. Donc, je vous ai mis aussi le bleu de méthylène, l'angiotensine, etc. Il y a un élément qui est important qu'on doit avoir en tête, c'est l'impact de la tachycardie sur l'efficacité de l'éjection. Et on parle assez facilement de tachycardie adaptative. Donc, c'est ce que vous me disiez, madame, sur il est tachycarde, il adapte son débit cardiaque pour adapter et augmenter son débit cardiaque. Mais lorsque le patient est trop tachycarde, ça va devenir maladaptatif, c'est-à-dire que ça va réduire le remplissage et réduire le débit cardiaque. D'accord ? Donc il y a des situations où en fait, ils sont trop tachycardes et ça pose problème. Et une des manières de pouvoir essayer de contrecarrer ces effets, c'est d'essayer de les ralentir. On peut les ralentir en augmentant le débit cardiaque, en augmentant le volume éjectionnel. Naturellement, il va se ralentir. Et dans des situations un peu extrêmes, il a été mentionné, il a été suggéré d'utiliser des bêta-bloquants, mais qui n'ont jamais démontré leur efficacité. Mais en fait, ça ne montre pas leur efficacité parce que ça marche que dans des situations très particulières. Je vais pas insister là-dessus. Alors, juste pour vous dire qu'il y a eu quand même un certain nombre d'essais qui ont montré que le fait de prendre en considération le couplage ventriculaire, c'est-à-dire l'élastance ventriculaire, l'élastance artérielle et la pression artérielle, permettait de réduire la mortalité. Donc ça, c'est juste un essai randomisé, que ça pas vraiment d'effet sur la survie globalement, mais une amélioration de la clearance avec des patients qui globalement vont un peu mieux. Là, c'est la survie cumulative. Mais bon, voilà, pour vous montrer que ça marche en tout cas. Alors, maintenant, on va revenir à notre cas clinique. Comment est-ce qu'on peut évaluer le couplage ventriculo-artériel ? Donc, vous m'avez dit
l'écho, on veut voir la fonction cardiaque. Vous avez bien compris que en ventricule qui se contracte, ça nous donne pas vraiment la relation entre l'efficacité de la contraction par rapport au statut circulatoire périphérique, donc les résistances. Il y a un moyen qui est très facile qui est utilisable, c'est en fait le profil de l'onde artérielle. Quand vous regardez sur votre scope, en fonction de votre onde, est-ce qu'il y a une grande amplitude, une petite amplitude? S'il y a une petite amplitude, vous savez déjà qu'il y a un problème, une mauvaise pulsatilité. Alors, il y a des moyens qui sont assez efficaces, qui nous permettent maintenant d'analyser très précisément cette onde artérielle et de pouvoir en extraire le couplage ventriculo-artériel. Alors, on peut le faire par écho, en faisant un certain nombre de mesures, ou on peut le faire par analyse de la pression pulsée. Et le moyen de faire, c'est vraiment en ayant une analyse très précise de cette courbe artérielle. Alors là, c'est un système qui permet d'avoir un échantillonnage à 1000 Hz, donc on connaît vraiment toute la courbe, et ça nous permet d'identifier le dicrotisme. Parce que le dicrotisme, est-ce que vous savez à quoi correspond le dicrotisme sur une courbe artérielle? Le dicrotisme, en fait, c'est lorsque vous avez une courbe artérielle, en fait, vous n'avez pas que le volume qui est éjecté, vous avez aussi l'onde de retour, de réflexion, l'onde de réflexion qui est représentative de la rigidité des vaisseaux. Donc le cœur pousse, il pousse contre des vaisseaux et les vaisseaux vont renvoyer. Donc plus les vaisseaux sont rigides, plus les résistances sont élevées, plus l'onde qui va revenir va être importante, et plus cette onde est importante, plus elle va contrecarrer l'éjection du ventricule. On est d'accord? Ok. Donc en fait, les courbes artérielles que l'on a, c'est la somme de l'éjection et de l'onde réflective. Et le volume éjectionnel, c'est ça. C'est ce qui s'arrête ici. Vous voyez ici. Ça, c'est le volume éjectionnel. Ça veut dire qu'en fonction du profil de l'onde, si on analyse un tout petit peu précisément l'onde, on est capable de dire, on a un dicrotisme qui est important, la pression n'est pas maintenue dans la deuxième phase du cycle cardiaque, elle s'effondre avant que l'onde revienne, donc probablement le patient a soit une vasodilatation ou une dysfonction cardiaque. Donc déjà, l'interprétation en fait des courbes peut vous donner des informations sur la fonctionnalité de l'intégralité du système. Ok. Alors, je ne vais pas insister beaucoup plus là-dessus. Là, je vous ai mis quelques variables que l'on peut mesurer avec ce système, en l'occurrence, qui s'appelle le Mosquier. Mais c'est des choses que vous connaissez. Le volume éjectionnel indexé, c'est entre 35 et 45 millilitres par mètre carré. On a d'autres informations qui sont utiles, parce que comme on a un échantillonnage très fréquent, on est capable de calculer, d'une part, assez facilement l'élastance ventriculaire et l'élastance artérielle. Et ça, c'est les normes, en fait, des élastances. Si vous prenez l'élastance ventriculaire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'onde de pouls monte, donc ça, c'est représentatif de la contraction. Plus ça pousse fort et vite, plus le ventricule est capable. Vous êtes d'accord? Il est capable de générer rapidement une augmentation de pression. Donc plus c'est en pente, mieux c'est. Quand vous avez une altération de la fonction, vous avez un aplatissement de cette courbe. Ok? Et de la même manière, ça nous permet de calculer l'élastance ventriculaire. Alors, on va reprendre notre patient. Maintenant, à l'orée de ce qu'on avait vu, on avait vu que donc c'est toujours ce patient en choc septique qui est hypotendu, qui a 78/46, qui a une fonction cardiaque qui est altérée. Effectivement, on lui a fait une écho cardiaque et l'écho cardiaque est pas mal, il se contracte bien, ce patient. On me dit non, il y a une bonne contraction. Le raccourcissement du ventricule est bon. Ok. Mais je pense, mon collègue me dit, mais je pense qu'il faut le remplir. On dit, ok, bon, tu veux faire une tentative de remplissage, peut-être, on va voir. Mais ce que vous pouvez voir déjà, là, c'est qu'en fait, le DPDT est altéré, c'est que même si le ventricule se contracte bien, la fraction de raccourcissement est bonne, mais en fait, sa performance contractile est pas très bonne. Vous voyez, il a 0,57, il doit être aux alentours de 1. Donc ça, c'est un premier piège, alors. C'est-à-dire que quand vous évaluez une fonction cardiaque, si le cœur est vide, où les résistances sont très basses, il est capable de pomper. C'est comme si vous prenez un âne qui doit monter une pente qui est dure.
S'il est vieux et fatigué, vous avez intérêt à ce que la pente soit plate, donc les résistances soient basses, et qu'il n'ait pas grand-chose à porter. Hein, c'est que la précharge soit basse. Donc toujours, la contractilité dans le ventricule, à l'image, c'est relatif aussi aux conditions de charge, de précharge et de post-charge. Donc là, en l'occurrence, il avait une bonne contractilité, mais l'élastance ventriculaire était altérée. On est d'accord? Et si on regarde l'élastance artérielle, elle est très élevée. 2,4, c'est très élevé. C'est-à-dire qu'en fait, ce patient qui était choqué, en lui montant des résistances à 1600, en fait, on avait un impact direct sur sa capacité, sur l'efficacité de la contractilité. Ok, donc en fait, là, ce patient, il est découplé. Il a un vrai découplage ventriculo-artériel. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est ce que je disais. Donc il a un index cardiaque A2 qui est un peu trop bas, il a une variabilité de la pression pulsée qui est un peu élevée, donc les collègues disent on va le remplir, sauf qu'en fait il est en spontané, mais peu importe. Il a un DPDT qui est bas et des résistances systémiques qui sont élevées. Donc quelle intervention? Naturellement, on va dire on va le remplir. Alors qui veut le remplir? Il y a pas d'erreur, hein. Vous pouvez tous lever la main si vous voulez. Vous le remplissez. Une seule personne le remplit? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors presque tout le monde le remplit. Remplissage prudent. Vous avez la bonne réponse, hein. Remplissage prudent. Alors, est-ce qu'on augmente la noradrénaline? Parce qu'il est quand même très hypotendu, hein. Il a 78. Il est déjà sonore. Pas de remplissage. Alors, regardons là. Par exemple, si vous m'aviez dit, en premier, j'augmente la noradrénaline, on a deux situations. D'accord? On a une situation où la contractilité est normale, la contractilité n'est pas normale. Si on augmente les résistances vasculaires, d'accord? Si la contractilité est normale, la pression va monter, on est d'accord? L'impact sur le volume éjectionnel va être moins. Par contre, si vous montez les résistances vasculaires systémiques et la pression ne monte pas et le débit chute, ça veut dire que la fonction est altérée. On est d'accord? Donc ça, c'est un bon marqueur, hein? Donc en fait, chez ce patient, ils ont la fonction, la noradrénaline a été augmentée, il a été rempli. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, le DPDT chute. D'accord? L'index cardiaque va monter un tout petit peu, hein, 2 et quelques à 3,1. Mais, allez-y, qu'est-ce qui vous frappe? Alors, je vous ai mis là, hein. Donc, on a monté la nord, la pression n'est pas montée, déjà de 1. Alors ça veut dire qu'il y a un petit problème. La pression n'est pas montée, on la remplit, la variation pulsée a augmenté. Donc ça veut dire que c'est pas forcément le meilleur indicateur. Ok. Le débit a monté, mais pas beaucoup. Mais surtout, en fait, on n'a pas eu d'amélioration des paramètres on n'a pas eu d'amélioration dans le couplage. Et en fait, ce qui s'est passé chez ce patient, en fait, il commence à désaturer. On l'a rempli et il commence à désaturer et il commence à tousser. C'est là où la clinique est vraiment importante. Et ça signe quoi? Ça signe que vous avez l'OAP, ouais, c'est juste. Hein? Votre patient, vous l'avez rempli, il commence à désaturer, puis il a une toux sèche. Et là, ça veut dire que, en fait, probablement, vous avez augmenté votre volume télédiastolique à un point où la pression va générer un OAP. La pression télédiastolique dans le ventricule gauche va augmenter la pression dans l'oreillette gauche. Ça va être supérieur à 10, par exemple, hein, et va faire un OAP. Donc là, la stratégie, c'est quoi? Donc on est dans cette situation, d'accord? On a vraisemblablement une dysfonction cardiaque, on a augmenté le volume, d'accord? On n'a pas eu d'augmentation de la pression parce que probablement on est sur la zone plateau. Si on augmente plus les résistances, non seulement on va pas gagner en pression ou en débit, mais on va baisser notre débit cardiaque parce que on va commencer à devenir plus tachycarde, hein, et il va y aura plus. Et si on regarde bien sur notre scope, là on voit pas, mais on voit que la pression dicrotique est effondrée. Il y a un effondrement de la pression dicrotique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour. Ça veut dire qu'il y a
soit la fonction systolique est basse, soit il y a une vasoplégie massive. Il y a ces deux hypothèses. Mais encore une fois, notre élastance ventriculaire, notre contractilité est altérée. Donc là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le traitement, c'est améliorer la contractilité. Cette courbe-là, il faut essayer de la ramener ici. Jouer sur le remplissage ou les résistances, ça ne fait rien. C'est les limites du système. Dans le choc septique, on dit toujours remplissage vasopresseur. C'est vrai pour autant que votre contractilité, vous travaillez dans un régime de pression bas. Ok, ça peut marcher. Mais à un moment donné, si vous êtes plutôt dans cette zone-là, des pressions élevées, il faut repasser, il faut travailler sur la contractilité. Alors, c'est quoi les deux moyens pour améliorer la contractilité? Alors, vous avez votre patient devant vous. Il a des lunettes d'oxygène. Il a de la noradrénaline, il a été rempli. Il est toujours hypotendu, il commence à tousser, il désature. Intubation, diminuer le travail, oxygène. Oui, il a déjà de l'oxygène. Ce que vous voulez, c'est augmenter votre élastance ventriculaire, la contractilité. Donc c'est ok, inotrope, on est tous d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le plan de la ventilation? Qu'est-ce qui va améliorer l'élastance ventriculaire? Vous avez un patient adulte qui fait un OAP. Qu'est-ce qu'on lui met? De la PEP, absolument. On peut lui mettre une VNI, on n'a pas besoin de l'intuber. Il faut lui mettre une pression positive. Ok? Alors c'est ce qu'on a fait en premier. J'ai dit ok, mettez-lui le masque et on lui met une VNI. Et qu'est-ce que vous voyez? Direct, la pression qui monte. La contractilité qui s'améliore, l'élastance ventriculaire qui s'améliore, ok, mais il reste avec un index cardiaque relativement bas. Ok? C'est instantané, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous m'avez dit. Ouais, donc voilà. Donc ce patient, on l'a mis sous pression. Donc, commence à 2,5. On a l'élastance qui s'améliore progressivement, continue à s'améliorer. Le débit cardiaque monte à 5,7, juste avec de la VNI. C'est dingue, La seule chose qu'on a faite, donc il a été réanimé sur le plan volémique, noradrénaline, et on essaie de travailler maintenant sur la contractilité parce qu'on a fait la démonstration qu'il y a une dysfonction contractile, en fait. Même si initialement c'était pas forcément évident, elle est toujours sous-estimée. Ça, c'est plus moi qui vous dis mon expérience. On sous-estime souvent la dysfonction contractile du ventricule gauche. D'accord? Donc, juste le fait de mettre une pression positive, une VNI avec une PEP à 10, ok, on gagne subitement, tout d'un coup, il commence à devenir presque, on va pas dire hypertendu, mais il commence à avoir une très très bonne pression. Mais ce qu'on voit très nettement, c'est que vous avez une amélioration du débit cardiaque et de la contractilité chez lui. Alors là, je dis que c'est juste la pression, mais probablement il y a déjà de la dobutamine. On avait commencé à 5 gamma, on est monté à 10 gamma, et en fait, vous voyez que tout d'un coup, le patient, il est à 115, 58 de pression, il a 7 d'index cardiaque, sa contractilité, son élastance ventriculaire est bonne, ok. Les résistances vasculaires systémiques ont chuté, parce qu'en mettant de la dobu, on a dilaté le patient, et son régime de survie fonctionnelle, c'est ça. C'est que ce patient, il n'avait pas besoin d'une pression sublimite à 2 ou 3, c'était insuffisant. Pour pouvoir gérer sa situation de choc, il avait besoin de 7 litres. C'est une illustration, alors c'est un peu caricatural, mais je pense que c'est quelque chose qui est très très important à avoir à l'esprit. C'est-à-dire que parfois j'ai des internes ou des chefs qui me disent « Ah non, mais la fonction cardiaque était bonne et il avait un index cardiaque, un débit cardiaque à 3 litres. Il avait un débit normal à 3 litres. » Je dis « Mais c'est quoi un débit normal dans un choc septique ?» Moi, je peux pas répondre. Je sais pas. Ça dépend du patient et en fait, ça dépend beaucoup du couplage ventriculo-artérien. C'est-à-dire que lorsqu'on optimise les conditions contractiles aux conditions de résistance systémique, votre débit, ça peut être 3 litres, comme ça peut être 5 litres, comme ça peut être 7 litres. Ça dépend vraiment de votre patient. D'accord? Et que lorsqu'on fait une écho cardiaque
et on doit faire les échos cardiaques, qui Mostafa va reprendre après, pour évaluer la fonction contractile. C'est important parce que c'est sûr qu'un ventricule qui est dilaté, qui ne se contracte pas, la réponse est faite. Et vous avez plein de situations où en fait le cœur se contracte, on a l'impression que c'est OK. Si on mesure, on a une fraction de raccourcissement qui est OK, d'accord? Mais c'est OK individuellement, c'est pas OK en termes de est-ce que c'est adéquat face aux conditions circulatoires périphériques. Alors, un moyen indirect de faire, c'est d'aller mesurer le volume éjectionnel. Donc, quand on fait un débit cardiaque, on va regarder la contractilité, mais on va toujours aller suivre ce débit, le stroke volume, parce que en volume éjectionnel qui augmente ou qui diminue, qui ne bouge pas, avec une pression qui augmente ou qui ne bouge pas ou qui chute, c'est très indicatif des éléments de réponse à une thérapeutique, que ce soit du remplissage ou de la noradrénaline ou de la dobutamine. Okay. Après, on a des moyens qui sont un peu plus souples, qui nous permettent d'avoir des indicateurs, par exemple, pour voir si on a une élastance artérielle ou ventriculaire qui augmente ou qui baisse. Mais globalement, en ayant une bonne écho, en regardant contractilité, volume éjectionnel, en regardant la courbe artérielle, d'accord, en regardant les réponses que l'on a au remplissage, à la noradrénaline ou la mésodobutamine, ça vous donne des indicateurs qui sont très très précieux. Après, vous me direz, est-ce qu'il y a des indicateurs plus globaux qui peuvent nous aider à la réponse, à savoir si notre réponse est bonne ou pas? Est-ce que vous en connaissez? Votre réanimation? Qu'est-ce que vous pouvez regarder comme indicateur qui est très indicatif de savoir si votre adéquation entre fonction et perfusion est bonne? La mesure du lactate. En fait, je vous montre juste cette diapo que je vous ai montrée très rapidement avant. Ici, lorsqu'on parle de couplage ventriculo-artériel, ça c'est la clearance du lactate. Vous voyez, lorsqu'on a un bon couplage, vous avez une très bonne clearance du lactate. D'accord? Donc ça, c'est un moyen aussi indirect de savoir si vous êtes dans la bonne direction. Et c'est pour ça que on verra plus tard dans la journée sur les recommandations du choc septique. Il y a la notion de suivre la cinétique du lactate parce que c'est un très bon indicateur de savoir si les mesures qu'on a mises en place sont adaptées ou sont pas adaptées. On va droit dans le mur. Après, vous me direz, il suffit de regarder l'enfant. S'il est toujours tout blanc, il circule pas, ça va pas. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne solution. Mais que si d'un coup il devient tout rose, la pression remonte, il recommence à faire pipi, qui sont des très bons indicateurs cliniques, c'est-à-dire que le couplage ventriculo-artériel, a priori, est OK. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Je pense que on a 10 minutes de questions et... Attendez, je veux juste mettre les dernières diapos. Alors, si vous avez des questions, je vous laisse prendre le micro. Alors j'espère que ça a répondu un tout petit peu aux objectifs de l'atelier et que c'était pas trop compliqué. Mais je pense que l'intérêt des ateliers par rapport à des présentations qui sont plus formelles, c'est qu'on peut aller sur du basique, sur de la physiologie. Donc pendant que vous réfléchissez sur les questions, les points qui sont importants, je les répète, c'est que le couplage ventriculo-artériel, rappelez-vous, ça détermine la bonne concordance entre le cœur et la fonction cardiaque et la circulation, c'est-à-dire résistance élevée, résistance bas, et ça permet vraiment d'optimiser l'efficacité de la fonction myocardique en état de l'état circulatoire périphérique, central et périphérique. D'accord? Il faut toujours avoir ça à l'esprit. En cœur, c'est pas juste je contracte ou je contracte pas. Et que lorsqu'on doit faire cette évaluation, il faut prendre en compte les deux éléments qui sont l'élastance artérielle et l'élastance ventriculaire. Enfin, c'est ça qui va vraiment vous donner une orientation sur la stratégie que vous devez tester en priorité. J'insiste beaucoup sur, à mon avis, l'importance d'avoir une connaissance, d'avoir en tête, en tout cas, l'importance des relations pression-volume du ventricule gauche et les différents régimes de fonctionnement, c'est-à-dire volume élevé, volume bas, pression élevée, pression basse, parce que ça oriente vraiment votre stratégie de prise en charge des états de choc.
Le quatrième point, c'est, rappelez-vous que chez l'enfant, et le nourrisson particulièrement, plus il est jeune, que l'élastance ventriculaire n'est pas linéaire. Chez l'adulte, elle est linéaire. Chez l'enfant, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une très mauvaise tolérance à une hausse brutale des résistances vasculaires périphériques, de l'élastance artérielle, d'accord, et particulièrement lorsque le cœur fonctionne à haut régime de volume télédiastolique. Et ça, c'est pas du tout toléré. Okay. Et le dernier point, c'est attention à ne pas sous-estimer la capacité contractile, dans le sens, c'est pas parce que votre cœur se raccourcit, vous donne l'impression qu'il se contracte, qu'il est efficace. D'accord? Et que l'efficacité, elle se joue sur des paramètres hémodynamiques qu'on peut évaluer classiquement sur l'analyse de la courbe artérielle, entre autres. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vais vous poser une question. Est-ce que ça a correspondu à vos attentes, cette présentation? Ou est-ce que vous pensez que c'était un tout petit peu trop physiologique? Faut me dire, hein, comme ça, j'adapterai. Voilà. Les particularités du nouveau-né? Alors c'est ce que je vous ai. Alors, pour moi, s'il y a une chose à retenir qui est importante, c'est que la relation pression-volume chez le nouveau-né, c'est pas la même que la relation pression-volume chez le grand enfant ou l'adulte, et que la caractéristique principale, c'est que l'élastance ventriculaire, entre guillemets, la contractilité, est différente, et chez le bébé, elle s'aplatit à haut régime de pression et à haut régime de volume. C'est-à-dire que quand vous êtes aplati, si vous faites varier votre résistance vasculaire, vous allez avoir un impact majeur sur le volume éjectionnel. C'est pour ça qu'on dit que le bébé ne supporte pas les augmentations brutales de résistance vasculaire systémique. Si vous mettez en bolus de noradrénaline ou n'importe quoi, vous n'avez plus de débit. D'accord? Et un bon indicateur pour savoir si votre patient répond ou pas, c'est de regarder votre systole. Si votre systole ne bouge pas, c'est que vous êtes déjà sur la zone plate de votre élastance ventriculaire. Et ça sert à rien d'insister. Votre patient ne répond pas à l'augmentation des résistances vasculaires systémiques, c'est que vous allez rien gagner en continu. Il faut travailler sur la contractilité ou réduire la précharge, le volume télédiastolique. Et ça, peu importe que le ventricule fonctionne bien ou que le ventricule fonctionne pas bien. Mais évidemment, si en plus le ventricule fonctionne pas bien, c'est une cardiomyopathie septique, hein, vous avez une altération, et là c'est la cata. Ça, il supporte pas le volume, trop de volume, et il supporte pas les augmentations brutales de pression. Donc là, il faut vraiment travailler. Pensez, en fait, s'il y a un message, c'est dites-vous toujours, est-ce que je sous-estime la défaillance systolique de ce ventricule ou pas? Et souvent, on la sous-estime un peu. On la sous-estime. Et ce que je vous ai montré comme cas clinique est assez classique, hein. C'est une vraie histoire. C'est-à-dire, on m'a dit, non, là, est-ce que tu peux venir, le patient va pas bien, etc. J'arrive, on me dit, la contraction est bonne et le débit est OK. J'ai dit, très bien, il est sous noradrénaline, on l'a rempli, on va continuer à le remplir. En fait, ce patient, c'était pas ça qu'il fallait faire. Le patient, en fait, avait une altération de la fonction. Son DPDT était complètement effondré, juste le fait de lui mettre une VNI. Alors ça, c'est un peu extrême parce qu'effectivement, le patient qui est sous vos yeux, qui commence à tout sauter, etc., qui a des signes numériques dans l'OAP, il n'y en a pas toujours. Mais le fait de mettre de la VNI, pof, il gagne, et le fait de mettre de la 2-but, tout d'un coup, il débite et il corrige tout, et en fait, il a au final 7 litres de débit. C'est quelque chose qui est important, mais au départ, effectivement, on m'a dit, le débit est normal. Non, le débit, en fait, il doit être adapté à la situation clinique périphérique, circulatoire périphérique. Et là, un débit à 3 litres, 5, 3, peu importe, c'était insuffisant. Il fallait qu'il monte à 7 litres. Merci Pierre.